Donc, avant de vous parler du sujet qui m'est imparti aujourd'hui, je voudrais faire un petit peu un zoom arrière et revenir au préalable sur la notion même d'ornement. Comment peut-on parler de la notion d'ornement sans citer un ouvrage fondamental, ce pamphlet, ce texte assez court, Ornement et crime, publié par Adolf Loos en 1908. Donc, il développe une vision totalitaire vis-à-vis de l'ornement qui a imprégné toute la pensée moderne, celle qui a donc façonné la pensée architecturale au XXe siècle. Si l'on parle aujourd'hui de la notion d'ornement en architecture, cela tendrait à laisser penser qu'il y aurait en creux une architecture qui ne serait pas de l'ornement, qui ne serait pas décoration. L'ornement considéré comme un décor impur par rapport à une fonction qui serait pure, par rapport à la grande pensée fonctionnaliste du XXe siècle. Ce terme historique de purisme qu'on a entendu évoquer hier soir, ce terme parfois un petit peu ridicule d'architecture épurée, que l'on retrouve dans un certain nombre de revues d'architecture, aussi bien que dans le Figaro Magazine et dans les articles consacrés à l'architecture. Donc, architecture épurée, épurée de quoi? Épurée de décor, épurée d'ornement. Donc, cette recherche d'une espèce d'épuration esthétique, d'une pureté architecturale revendiquée par Adolf Loos, et devant cette recherche d'une pureté architecturale, comment ne pas penser à une autre notion, celle de pureté raciale, et évoquée au même XXe siècle par un autre Adolphe. Donc cette idée, aujourd'hui heureusement périmée, caractéristique du XXe siècle, comme quoi la forme devrait être l'expression de la fonction et de la structure, comme si l'architecture n'était pas, par définition, en tout premier lieu, décor, objet esthétique, effet esthétique, mise en scène avant tout esthétique, transcendant une fonction qui n'est parfois qu'un prétexte. Quelle est la réelle fonctionnalité de la pyramide de Khéops, de la place Vendôme, ou je dirais même du musée Guggenheim de Bilbao? Dans le musée Guggenheim de Bilbao, qu'est-ce qu'est fonctionnalisme? Qu'est-ce qu'est décor? Un monument qui ne sert à rien, qui est un magnifique objet esthétique, où est la limite entre la structure, la fonction et le décor dans une œuvre de ce type. Donc refuser en premier lieu cette frontière que l'on voudrait nous imposer dans la conception et dans la lecture de l'œuvre d'architecture, entre ce qui serait d'un côté la vraie architecture et de l'autre le parasitage de l'ornement, le parasitage d'un décor inutile et plus ou moins décadent. Donc bien lire au contraire l'œuvre d'architecture dans la cohérence de sa globalité, la fonction bien sûr, la structure, les volumes, la spatialité, mais aussi le décor et les différents niveaux d'effets que ses créateurs ont cherché à lui faire jouer. Donc, il m'a été demandé d'aborder rapidement cette question de l'ornement de couverture. Je vous propose de le faire à travers, je dirais, deux périodes caractéristiques de l'histoire de l'architecture française, en globalement, principalement la fin du Moyen-Âge et les grandes restaurations du XIXe siècle. Donc, la première période se caractérise par une lecture de l'image de l'œuvre d'architecture, non pas tant à travers l'assemblage plus ou moins complexe de volumes simples, comme on pouvait le faire par exemple dans l'architecture romane, mais au contraire par la recherche et le travail extrêmement élaboré consacré à l'exaltation d'un effet esthétique très particulier, celui joué par la ligne séparant le plein du vide, le ciel de la terre, un travail sur la silhouette de l'édifice, sur la silhouette du groupe d'édifices, sur la silhouette de la ville, sur le skyline au sens new-yorkais du terme, cette silhouette étant censée rassembler, résumer et exprimer en tout premier lieu la variété et la recherche des différentes composantes architecturales ou urbaines qui la façonnent. Vous avez ici donc cette vue d'Israël Sylvestre qui vous montre les monuments de Rouen, la ville de Rouen, et on voit bien qu'on n'arrive pas à lire les monuments, on n'arrive pas à lire ce qui relève de chacun, on a avant tout une espèce de ligne qui vient très très travailler, très très refouiller, très très découpé, qui vient marquer cette limite entre le ciel et la terre. Et bien évidemment, cette recherche d'une modulation, voire d'une exacerbation de ces effets de silhouette va donner un rôle considérable tant aux formes générales des structures de couronnement des édifices. Vous voyez ici, donc tiré des traits régisseurs du duc de Berry, cette silhouette de la cité de Paris. Vous voyez la variété des volumes, vous voyez la variété des formes, la variété des matériaux de couverture, la tuile, la brique, la Sainte-Chapelle qui sort à droite avec sa croix dorée, mais aussi donc, un très grand effort porté sur le détail des ornements de couverture avec cette vue magnifique du château de Saumur. Quand vous voyez le château de Saumur, à l'exception des éléments de cette partie gauche qui ont été
restitué par notre confrère Mester de Parage il y a quelques années, on voit qu'on est dans un décor où l'ornement de couverture, il est une des composantes de la silhouette, mais à l'égal des cheminées, à l'égal de ces créneaux extraordinaires, créneaux en pierre surmontés de fleurs de lys. Donc on voit que le décor, c'est une conception globale qui s'attache à l'ensemble de l'édifice et qui exploite les différents supports et les différents matériaux. Ce n'est pas du tout quelque chose de rajouté en plus pour faire joli, pour faire plus riche. C'est un élément constitutif de la conception même de l'édifice. Et en particulier avec cette recherche d'enrichir au maximum, de complexifier, d'ornementaliser cette ligne délimitant ces deux univers visuels entre ce qui relève de la terre et ce qui relève du ciel. Compte tenu de leur positionnement en couronnement des édifices, ces ouvrages, clochetons, flèches, épis, statuaires, crêtes, faîtages, se sont avérés cependant extrêmement fragiles, soumis aux intempéries, à la foudre, aux incendies. De plus, compte tenu de leurs matériaux presque exclusivement métalliques, pour garantir une durabilité maximale, ces ouvrages sont par ailleurs extrêmement coûteux dans la fourniture des matériaux, coûteux également dans leur mise en œuvre, et seront la plupart du temps démontés aux époques plus tardives pour la récupération et le réemploi des matériaux. Vous savez, c'est bon nombre d'ornements de couverture ou de couverture en plomb de grands monuments ont fini, par exemple à la Révolution, pour faire des balles pour les armées révolutionnaires. Mais également, ces ouvrages sont soumis à des altérations caractéristiques qui tiennent au contraste, au mélange des matériaux, c'est-à-dire à l'époque médiévale, on travaille surtout avec des formes en bois que l'on va ensuite recouvrir en plomb, alors qu'au XIXe siècle, on va plutôt travailler avec des ossatures métalliques, avec des revêtements d'autres métaux et fabriquer des piles électrolytiques qui vont se traduire par des corrosions extrêmement importantes. Ce qui explique que la présence de tels ouvrages originaux est aujourd'hui extrêmement rare. On cite souvent cet exemple du château de Meillan construit pour Georges Ier d'Amboise. On a évoqué hier avec la cathédrale d'Albi, donc le cardinal d'Amboise. On aurait pu citer par exemple les épitoitures du château d'Écouen, mais il faut reconnaître qu'on conserve aujourd'hui, je dirais, 5-6% de ces décors de superstructures qui ont pu exister à la fin du Moyen-Âge. Et la connaissance que nous pouvons en conserver aujourd'hui, elle peut majoritairement s'obtenir par l'analyse des documents anciens, des vues anciennes. Ici, une vue du livre des Fontaines de Rouen où vous voyez ces magnifiques crêtes sur ces bâtiments officiels. Vous voyez que toutes les maisons en colombage sont couvertes en tuiles, alors que les bâtiments plus nobiliaires, je dirais, sont couverts en ardoise et portent des ornements de couverture, ici de très très beaux fêtages, mais on voit que dans la représentation de l'artiste, il n'y a pas de différence entre les ornements en métal et ici les couronnements de lucarne qui eux sont sculptés dans la pierre. Donc toujours cette conception globale de l'ornement. Ici une vue de l'hôtel de Burtrud à Rouen, où vous retrouvez, ici on est au tout début de la Renaissance, vous voyez on a encore un mélange d'éléments gothiques et d'éléments ici en coquille qui annoncent déjà la Renaissance, et on voit comment les épis de fêtage, les crêtes, les lucarnes, même les portails, tout ça on est dans un vocabulaire qui est un vocabulaire cohérent, et dans le dessinateur qui effectue le dessin, il ne lit pas la différence, il n'exprime pas la différence entre ces matériaux. On a également un certain nombre de vues du XIXe siècle, comme cette vue ici, on est toujours à Rouen, au-dessus de la grande salle du palais de justice. Donc vous voyez ces magnifiques crêtes, qui sont des crêtes en plomb, sur des ossatures, qui sont donc des crêtes médiévales. Ici, c'est une vue qui date du premier tiers du XIXe siècle. Donc on voit que ces éléments ont perduré, ces éléments originaux ont perduré pendant un certain temps, mais compte tenu de leur fragilité, ont disparu dans les périodes qui ont suivi. Alors, on les connaît également, ces magnifiques ornements, par un certain nombre de relevés. Donc là, on est dans l'article fêtage du dictionnaire de l'architecture de Viollet-le-Duc. Vous avez à gauche le détail de fêtage de la Tour Saint-Romain à Rouen. Donc on est entre les deux épis de fêtage. Vous voyez qu'on a un effet qui est un effet d'ajourement. Donc
dans ce travail sur la ligne qui sépare le sol du ciel, on a tout un travail d'ajourement et on essaie de trouver une frise intermédiaire qui vient comme une espèce de dentelle qui vient en bordure du bâti et qui se lie en découpe sur le ciel. Et on enrichit ce motif par des éléments qui sont ici, donc des décors en plomb, en étain sur plomb éteint et parfois argent, sur des fonds étamés ou parfois dorés. Ici un autre exemple qui est un tout petit peu plus tardif, mais de très peu. C'est un exemple au château de Blois, également relevé par de Viollet-le-Duc, où vous avez le F des initiales de François Ier. Donc une connaissance, une espèce même, je dirais, de fascination du XIXe siècle pour ces décors qui vont, je dirais pas disparaître dans la tradition à la fin du Moyen-Âge, mais quand même terriblement s'amenuiser, bien que l'on connaisse un certain nombre d'exemples à l'époque classique. Vous avez ici cet exemple du dôme des Invalides avec, je vous le rappelle, ces petites statues qui doivent faire 2,50 m de haut, mais à l'échelle font toutes petites, qui ont été restituées à partir des vues anciennes pour le bicentenaire de la Révolution en 1989. Mais d'autres exemples qui traduisent un peu une certaine permanence, bien que ce soit plus totalement dans le grand goût de l'architecture classique, ici la chapelle du château de Versailles, où vous retrouvez donc des effets de crête. Alors bien sûr, le vocabulaire esthétique est celui de l'époque classique, les clochetons n'ont plus la forme des clochetons médiévaux, mais on retrouve des décors aux épis, des crêtes ajourées, des lambrequins qui viennent pendre en recouvrement du fêtage d'ardoise. Donc on voit qu'on est dans la même recherche d'effets, de travailler, de chantourner cette ligne de découpe entre le monument et le ciel sur lequel il vient se découper. La grande époque de la Renaissance, néanmoins, du décor de couverture, ce sera le XIXe siècle, avec un certain nombre d'exemples. Ici, on est au palais Jacques-Cœur à Bourges. Autre exemple que connaît bien notre ami Dominique Moufle, celui du gros horloge à Rouen, qui est quand même en très grande partie, en très majeure partie, une restitution. Vous voyez, on a toujours les mêmes effets dans un vocabulaire de l'époque, une esthétique qui est relativement différente, mais toujours cet effet d'exalter la hauteur, d'exalter les lancements vers le ciel et de travailler le découpage de la silhouette. Autres édifices, ici une grande restauration, reconstruction par Édouard Corroyer à la chapelle de l'abbaye de Chailly, mais on pourrait également citer bien évidemment la Sainte-Chapelle de Paris avec cette magnifique sculpture de l'ange de l'épi de fêtage qui là est une sculpture qui est traitée en plomb coulé, un plomb à la cire perdue relativement fin, alors que les autres ouvrages sont plutôt correspondent plutôt à un travail de plomb repoussé. Donc les techniques, le 19e siècle a été très très riche en mise au point, utilisation de matériaux différents, et on a exploré un petit peu toutes les formes en travaillant d'abord sur le plomb, mais non plus sur des âmes de bois, mais sur des structures, et ensuite, compte tenu des risques d'incendie constatés sur un certain nombre d'édifices, on a plutôt privilégié un travail de cuivre repoussé sur des ossatures métalliques que l'on va retrouver ensuite dans un grand nombre de réalisations de la deuxième moitié du XIXe siècle. Alors, au quotidien, sur les chantiers, on peut être amené à restaurer d'abord un certain nombre d'ouvrages, certains en partie médiévaux. Ici, ce sont deux exemples sur les toitures de l'archevêché de Rouen, certains exemples qui présentaient des traces de dorure, d'autres qui présentent ces traces d'étamage et de chevronnage. Donc, vous voyez, ici, on est sur des modèles de la fin de l'époque gothique, mais également, on a pu travailler sur un certain nombre d'exemples plutôt du 19e siècle. Ici, une vue des traits régisseurs du duc de Berry qui vous montre le Mont Saint-Michel. Vous voyez bien évidemment une flèche, des croix, des fêtages, des épis de fêtage, des tourelles, etc. Donc quelque chose de très très
de très travaillés, très découpés. Et le 19e siècle va être fasciné, lui aussi, par ces effets de silhouette, par ce travail de découpe, par ce travail d'ornementation de la ligne du ciel, avec en particulier la reconstruction de la flèche par Petit-Grand entre 1894 et 1897, flèche qu'il va couronner de la célèbre statue de l'archange Saint-Michel, donc une œuvre d'Emmanuel Frémiet, et qui sera montée tout là-haut en 1997, une œuvre qui fait quand même 4,50 m de haut. Parce qu'il faut dire que c'est une des difficultés de cette conservation ou de cette restauration des épis de fêtage ou des ornements de couverture, c'est qu'ils sont toujours placés très haut et qu'il faut aller les chercher, il faut aller les décrocher. Et donc c'est ce qui parfois fait que on se dit à quoi ça sert de dépenser autant d'argent, autant de moyens, autant d'échafaudage pour aller chercher un ouvrage dont le coût de restauration ne sera pas forcément énorme, mais dont le coût d'accès sera absolument faramineux. Donc différents procédés ont été utilisés. Au Mont-Saint-Michel, en 1987, nous avons fait un travail à l'hélicoptère, quelque chose d'assez compliqué en termes d'infrastructure, etc. Hélicoptère couplé à un échafaudage. Bon, et vous voyez ici la statue après restauration. Donc c'est une ossature à partir du plâtre fait par Emmanuel Frémiet. Une ossature métallique est produite et sur cette ossature métallique viennent s'assembler des éléments de cuivrerie en métal repoussé, l'ensemble étant ensuite doré. Et parallèlement, donc là on passe de la restauration d'œuvres du XIXe siècle à la restitution, à partir d'un certain nombre de documents anciens, bien sûr des traits régisseurs du duc de Berry, mais également de dessins du XIXe siècle conservés dans des collections anglaises, la restitution stylistique d'épis de toiture venant en couronnement de ces diverses tours et tourelles. Ce travail de restitution des décors s'est également illustré, par exemple ici on est à la cathédrale de Rouen où Georges Duval dans les années 80 a reconstitué l'ensemble du Grand Comble avec son décor, le Grand Comble ayant brûlé en totalité dans les bombardements de 1944, donc l'épi de fêtage à partir du dessin de Viollet-le-Duc que je vous montrais tout à l'heure, et puis c'est ce grand soleil doré qui ornait les faces du clocher et qui a été également reconstitué. Autre réalisation de Georges Duval, toujours dans les années 1980, le travail sur le château de Gaillan. Donc ce dessin absolument fascinant du château de Gaillan, on voit bien sûr le dessinateur a exagéré les proportions, a déformé, mais on voit vraiment l'effet, c'est-à-dire que la volumétrie ne se lit pas vraiment, les proportions des bâtiments ne se lisent pas vraiment. Ce qu'on lit avant tout, c'est la richesse de cette exacerbation du décor de couverture. Et sur la base en particulier de cette partie-là de la vue et d'autres documents, Georges Duval va reconstituer le Grand Comble qui avait été arasé à un niveau plus bas et reconstituer donc ces décors de couverture, ces décors de fêtage qui donnent encore plus d'élancement à ce Grand Comble à profil incurvé, donc qu'on appelle un comble en H, H-A-C-H-E, hein, et donc va reconstituer cet élancement ainsi que celui des deux tourelles qui avaient été également tronquées. Autre exemple, là on est dans un exemple plus récent, c'est un travail de Bruno de Caris à l'église de Conches-en-Ouche. L'église de Conches-en-Ouche se caractérise par une petite flèche en fonte fabriquée dans le même atelier que la grande flèche de Rouen et qui est un peu une sorte de galop d'essai. Et Bruno de Caris, à partir d'un certain nombre de documents anciens, va reconstituer cette grande crête de fêtage qui avait disparu et dont il a assuré l'ensemble des détails de réalisation, des dessins de conception. Hein. Donc là, c'est bien aussi le travail de l'architecte, pas seulement de s'occuper des structures, pas seulement de s'occuper des parements, mais également de s'occuper de tout ce qui vient enrichir et transcender ces ouvrages de couverture. Hein. Autre exemple de réalisation, alors là on est à la cathédrale de Bayeux où vous le savez toutes ces superstructures ont le grand chantier entrepris par Flachat à la cathédrale de Bayeux à la fin du XIXe siècle, la reconstruction de ce dôme avec une structure entièrement métallique et une couverture en cuivre, toujours pour des questions d'incendie, et Bruno de Caris va parachever, donc prolonger l'œuvre de ses prédécesseurs du XIXe siècle par la reconstitution d'une crête, alors crête qui ne se veut pas tellement un exercice stylistique, qui se veut plutôt,
je dirais, une création sans véritable référence à des modèles d'une époque quelconque, mais qui respecte la tradition de ce type d'ouvrage, c'est-à-dire une trame répétitive, un effet d'ajourement qui permet de passer en douceur cette transition entre le plein et le vide. On est vraiment ici dans quelque chose qui est tout à fait dans l'esprit de ces grandes crêtes médiévales. Et pour la cathédrale de Rouen, je voudrais donc vous montrer un petit peu la variété des dialectiques que l'on peut rencontrer. Donc vous voyez cette silhouette, vous voyez tous ces éléments qui dépassent, toutes ces crêtes, ces éléments de superstructure, on les retrouve partout. Vous avez ici donc la tour lanterne qui a été construite dans la première partie du XVIe siècle et qui a été ensuite prolongée vers 1549 par une grande tour à structure de bois, revêtement en plomb, ce décor étant complété également par une crête, ici une statue de Saint-Georges, une lucarne, une tourelle ornée par des figures, ici la chapelle de la Vierge avec une statue de la Vierge, une crête, ici un grand vase de fleurs, donc des éléments que l'on arrive à lire sur les documents anciens. Ici une vue qui vous montre la grande tour de la croisée du transept. Et malheureusement, comme toujours, un incendie arrive. Celui-là a lieu donc, le 15 septembre 1822. Tous ces incendies ont lieu très souvent dans la premier tiers du XIXe siècle. Donc la foudre frappe en haut et contamine progressivement toute la structure de bois. Le plomb de couverture fond, coule dans les gargouilles, se répand sur les combles bas et incendie une grande partie de la cathédrale, puisque des combles seuls seront épargnés les premières travées de la nef à partir de la façade ouest. Et donc, après l'incendie, on se retrouve avec ça, c'est-à-dire un clocher complètement tronqué, une toiture de la nef qui a disparu, et en 1825, donc, Alavoine va entreprendre la reconstruction d'une grande flèche. Donc, on est là dans l'ornement, on est là dans le décor. Cette grande flèche n'a aucune utilisation, il n'y a pas de cloche, ce n'est même pas un clocher, donc c'est uniquement quelque chose de totalement inutile. On est là totalement en dehors du fonctionnalisme et on reconstruit cette grande flèche tout simplement parce que ça fait joli, parce qu'une cathédrale doit avoir une flèche, un point, c'est tout. Bon, simplement, Alavoine, comme un certain nombre de ses collègues, que ce soit à Saint-Denis, que ce soit à Chartres, va enregistrer cette terreur du sinistre et, au lieu de refaire une structure en bois et en plomb, va ici concevoir une structure qui va être une structure en fonte, chantier poussif, qui va commencer en 1825, s'interrompre en 1860, reprendre en 1875 pour arriver jusqu'au clocheton supérieur et ensuite être complété en 1882 par la construction des clochetons latéraux. Donc on a un certain nombre de projets, vous voyez que ici le projet initial et finalement le projet qui sera réalisé par l'architecte Barthélemy et le ferronnier Ferdinand Marou va être de construire seulement ces 4 clochetons latéraux. Vous voyez le premier en cours de montage. L'atelier de Ferdinand Marou. Alors là, bien sûr, c'est une époque où des ateliers de ce type, il y en avait qui étaient énormes. Il y avait, à Paris, il y a eu les ateliers Gaget-Gauthier et qui ont commencé la fabrication de la Statue de la Liberté à New York, qui ont été repris ensuite par Monduit. Monduit, c'est lui qui fait la restauration du Dôme des Invalides, qui travaille sur les 4 groupes du pont Alexandre III, qui met en œuvre les chevaux du sculpteur Récipon qui sont aux 2 angles du Grand Palais. Donc on a vraiment une perfection dans ce travail de structure métallique recouverte d'un épiderme en cuivre repoussé. Cuivre parce que le cuivre a l'avantage en cas d'incendie de ne pas fondre et de rester stable et de ne pas contaminer les couvertures inférieures. Donc une préfabrication des éléments, environ 150 modèles différents de crochets, de gargouilles. Vous voyez ici on a toute la hiérarchie petite gargouille, moyenne gargouille, plus grande gargouille et énorme gargouille. Même chose pour les crochets, donc on a toute une hiérarchie dans ce travail presque de production, non pas à la chaîne, parce que c'est un travail qui est entièrement manuel, même s'il y a certains emboutissages de préparation. Et ensuite, vous voyez ici donc, cette vue qui est censée représenter Ferdinand Marou admirant son premier clocheton. Des clochetons qui font quand même 26 mètres de haut, c'est-à-dire chacun de ces clochetons est aussi grand que la flèche du Mont-Saint-Michel. Et vous les retrouvez quelques années plus tard, ouvrages donc qui viennent s'assembler sur la flèche de fonte et
travailler, permettent d'exalter de façon tout à fait spectaculaire toujours cette découpe entre le monument et le ciel. Vous voyez tout le phasage de construction de cette réalisation, cette flèche qui a été jusqu'à la construction de la Tour Eiffel, le plus haut monument existant au monde. Ici, donc, les bombardements de 1944 qui apportent des heures tout à fait catastrophiques, mais cet édifice a été martyrisé assez sérieusement puisque le 26 décembre 1999, la tempête donc fait s'effondrer ce clocheton qui vient tomber sur le chœur, hein, un ouvrage qui, je disais, mesure 26 mètres de haut, pèse 30 tonnes et une chute de 72 mètres de haut puisqu'il va s'effondrer sur le chœur. Je parlais tout à l'heure vraiment de la fragilité de ces ouvrages, s'effondrer sur le chœur, crever le chœur, crever la charpente, crever les voûtes et écraser les stalles à l'intérieur de la nef. Hein. Donc vous voyez l'espèce d'épée de Damoclès que l'on pouvait avoir au-dessus de la tête. Donc vous voyez ici après le sinistre, la flèche et puis le clocheton qui manque à droite. Et donc a été lancée alors toute l'étude préalable à partir des fragments récupérés tombés au sol. On a essayé de récupérer au maximum les éléments de cuivrerie récupérés au sol. Une consolidation provisoire des 3 autres clochetons. Hein. En réalité, le sinistre venait que les boulons qui attachaient les arcs-boutants de stabilité sur la flèche avaient cassé et l'ensemble s'était effondré. La structure intérieure était une structure en tige métallique, donc en barre métallique, assemblée, boulonnée, quelque chose d'absolument magnifique, mais qui était totalement corrodée du fait justement de ce couple électrolytique généré entre le cuivre et l'acier. Et donc, ce problème de conductivité des métaux, on a toujours une oxydation qui se fait du métal le plus conductif sur le métal le moins conductif, donc ici du cuivre sur le fer, donc des éléments qui étaient impossibles à désassembler et qui, la rouille bien sûr, le fer rouille en gonflant 13 fois son volume, donc on a des poussées vers l'intérieur qui s'étaient traduits en très nombreux endroits par des déchirures du revêtement en cuivre et une accélération de l'oxydation. Donc ici, vous avez à gauche en jaune le relevé de la structure du 19e siècle. Donc on a pris un parti qui était franc, d'abandonner cette structure qui était impossible à réparer, qui n'était pas réaliste de vouloir reproduire à l'identique, surtout que depuis l'époque, les conditions de sécurité des chantiers ont quand même évolué. On est ici à 80 mètres au-dessus du sol dans des conditions climatiques qui sont extrêmement difficiles. Et on a pris le principe, disons, d'une fusée, un fusée à étage décomposé en éléments et en décomposant ces éléments pour qu'ils aient un poids permettant un levage à la grue avec une grue d'une flèche de 150 mètres. Hein, donc, matériaux neufs, et ici une structure entièrement en acier inoxydable. Donc, structure de conception différente, de matériaux différents pour ce qui est à l'intérieur, pour la structure et pour ce qui n'est pas vu. En revanche, pour les cuivres, conservation maximale de tous les cuivres anciens, bien sûr ceux qu'on avait récupérés au sol, même si certains étaient écrasés, ils ont pu être réparés, et puis récupération des cuivres et des 3 autres clochetons qu'on a pu récupérer en place. Donc en gros, sur l'ensemble des 4 clochetons, on a pu récupérer et restaurer 70% de la cuivrerie ancienne. Et ensuite, vous voyez la façon dont ces éléments de structure s'assemblent. Hein, vous en avez un ici, par exemple, en détail. Donc on voit qu'on est dans un travail, je dirais, de mécanique pure, et une mise en place extrêmement complexe nécessitant des échafaudages. On est ici à 100 mètres de hauteur, hein, la tour de beurre fait 90 mètres, le plancher est à 80 mètres ici, donc double batterie d'échafaudage, un chantier absolument considérable pour venir déposer ces ouvrages, les restaurer au sol et les remplacer. Donc avec ici cette séquence où à un moment, la cathédrale retrouve l'image d'il y a un siècle auparavant, avant la construction des clochetons. On a ici cette vue qui date des années 1879-1880 et on retrouve donc un peu plus d'un siècle après une image analogue. Et bon, là je vous passe les détails techniques de mise en œuvre de ces ouvrages, la préfabrication des éléments de structure en inox en atelier, un atelier qui a été fait sur le site avec une ouverture au public, des visites pédagogiques, des visites de groupe, etc., pour bien communiquer ce travail auprès du public. Vous voyez ici les éléments déposés des 3 clochetons qui n'étaient pas tombés, donc quelque chose qui était quand même relativement bien conservé, qu'on réassemble à blanc sur les ouvrages de structure pour pouvoir faire tous les ajustements.
On restaure les cuivres, donc les cuivres courants, la plupart du temps, qui étaient les plus déformés, ont été remplacés. En revanche, tous les ornements ont été sauvés, tous ceux qui étaient en place, et on a reconstitué à l'identique ceux qui avaient été totalement désintégrés par la chute du clocheton. Et ensuite, on monte les éléments de structure. Ici, à la grue, on a une grue qui monte à 150 mètres et qui va empiler pour chaque clocheton les étages qui viennent se glisser à l'intérieur des tours d'échafaudage. Donc, vous les voyez qui rentrent à l'intérieur avec tous les trous de boulonnage entre éléments que vous voyez, qui s'assemblent entre eux, qui reçoivent leur revêtement en cuivre. Et ce revêtement en cuivre est remonté bien sûr du bas vers le haut. Vous voyez, on récupère tous les vieux cuivres de couverture. Les épis de toiture, les épis de flèche, vous montrent un petit peu la proportion de ces ouvrages. Voilà les quatre clochetons remontés. Et aujourd'hui, donc à la suite, voilà la silhouette qu'a pu retrouver la cathédrale. Et les études ont été faites à la suite pour la restauration de la flèche elle-même. La flèche restaurée, consolidée en 1974 par Yves-Marie Froidevaux, continue à avoir des phénomènes d'altération, de rupture des éléments en fonte. Et pour une raison très très simple, c'est que cette flèche était entièrement peinte en couleur vert de gris, comme les clochetons, mais que la dernière couche de peinture date de 1918. Donc c'est la question aussi de l'entretien de ces grands ouvrages de couronnement de ces édifices. Et pour conclure, je voudrais vous montrer quelques vues d'un projet qui vient à la suite, projet qui a été validé par la Commission nationale des monuments historiques, qui est celui de la réfection de cette couverture, donc couverture en cuivre, créée en 1826 en remplacement de la couverture en plomb à la suite de sa destruction par l'incendie, et du décor de fêtage qui a existé non pas jusqu'à la Révolution, mais qui a subsisté jusqu'à l'incendie de 1822, et que l'on connaît donc par un certain nombre de vues. J'évoquais tout à l'heure la statue de Saint-Georges, la Vierge qui est ici. Voilà la couverture actuellement, donc avec une couverture provisoire, et puis cette vieille couverture en cuivre du début du XIXe siècle, complètement mitraillée par les chutes de boulons tombant de la flèche, mais également par les éclats d'obus du bombardement de 1944. Voici une autre vue qui vous montre donc la richesse de ces décors, la statue de la Vierge, des petits poutis dansant autour des blasons du cardinal d'Amboise. Ici, c'est Georges II d'Amboise, donc le neveu du précédent. Ici, ce vase de fleurs. Ces ouvrages, le vase de fleurs et la Vierge existent encore. Et ici, ce qu'on a perdu, le Saint-Georges, cette frise de personnages, un grand demi-soleil qui était en applique sur la couverture, et puis cette tourelle avec, je vous passe l'iconographie de Saint-Georges qui est assez compliquée, mais une princesse et un jeune homme et une jeune fille qui sont au pied de la tourelle. Donc vous en voyez différentes représentations. La Vierge elle-même est conservée, donc c'est un ornement de couverture du XVIe siècle qui a été restauré il y a quelques années par Michel Janssen, qui est en réalité une statue en bois résineux, recouverte d'un revêtement en plomb et ensuite doré. De même que le vase de fleurs est conservé, et on a une lucarne qui conserve encore cet épi de fêtage. Donc on a des éléments qui nous permettent de connaître le vocabulaire, et ce qu'il faut également comprendre, c'est lors de cette reconstruction de 1826, pour des questions d'économie, on a repris les mêmes profils de la nef et on a refait un comble plus bas que le comble d'origine, alors qu'il y avait une hiérarchie en réalité entre le comble du chœur qui était plus haut que le comble de la nef. Donc le projet a consisté à conserver la charpente du XIXe siècle, à la rehausser pour revenir dans le profil de Solin du XVI siècle, donc conserver l'ouvrage du XIXe siècle, mais rétablir la silhouette du siècle précédent, et ensuite de travailler sur le rétablissement d'une couverture en plomb avec son décor, une restitution de son décor d'origine, le grand soleil à cheval sur le toit, la crête avec la statue de Saint-Georges, les personnages, la frise
de petits poutis dansant entre ces croix marquées du blason du cardinal d'Amboise. On a dans l'iconographie des réalisations du cardinal d'Amboise, que ce soit à l'intérieur de la cathédrale ou au château de Gaillon, enfin dans les vestiges de Gaillon, on a des éléments où on retrouve pratiquement la même iconographie, donc à partir de l'iconographie propre, spécifique à l'édifice, mais à partir également d'une iconographie analogique, on a vraiment tous les éléments qui nous permettent de restituer ce décor sans trop d'invention. On a également par exemple les détails de ces blasons du cardinal d'Amboise alternés avec G, le G de Georges d'Amboise, qui est aussi celui de Saint-Georges. Donc voilà la proportion que ça peut donner par rapport à la tour. Ici une vue en façade est. Donc le détail, bien sûr, là on est au stade de l'étude préalable, tout cela sera à mettre en œuvre avec un travail de sculpture, de plâtre, de modèle, etc. Et on voit donc l'effet que peut redonner ce rehaussement du chœur par rapport à la nef et ce silhouettage de son faîtage par ces ornements. Donc ici une vue vous voyez, ça reste quand même quelque chose de discret, c'est subtil, mais c'est vrai que ça vient enrichir et aussi hiérarchiser le chœur par rapport à la nef qui elle n'a jamais eu de faîtage. On voit donc qu'il y a une hiérarchie dans l'ensemble. Donc pour conclure, je voudrais vous dire que quand vous travaillez sur un édifice, qui que vous soyez, tout architecte, tout maître d'œuvre qui travaille sur un édifice ne doit pas oublier ce qui se passe en haut. Ce qui se passe en haut est très très important, même si c'est loin, même si ça ne se voit pas forcément. Donc ce qui est au bas du ciel est quelque chose qui est fragile, précieux et qui est déterminant pour la silhouette de l'édifice. Et je ne peux que vous inciter à y accorder dans vos chantiers la plus grande attention. Je vous remercie. Benjamin m'avait demandé de faire cet exposé aussi en rappelant un certain nombre de solutions qui avaient été traitées par mon père à la cathédrale de Nantes, et notamment sur les clés de voûte. Donc j'ai refouillé un peu dans quelques éléments d'archives que j'avais, parce qu'elles ne sont pas très accessibles malheureusement, mais il y avait cet article précieux de 1976. Et en fait, il faut savoir que l'ensemble des clés de voûte de la cathédrale a été détruit, mutilé en 1793, comme d'ailleurs toutes les façades, ce qui fait qu'il n'y a plus d'ornementation, plus de statuaire à la cathédrale de Nantes, au moins sur les façades. Et donc, après l'incendie de 1973 ou 14, qui a pas mal altéré quand même les décors, et il y a eu un travail d'analyse et d'essai de restitution des clés de voûte. Donc on voit, je crois que j'avais des éléments complémentaires, mais bon. En tout cas, on voit ici des éléments qui ont été restitués, surtout sur la base, alors c'est création, mais c'est en même temps restitution, sur la base de décors qui ont été redécouverts en filigrane sur les départs de nervures de part et d'autre. Et bon, la plupart des clés ont été restituées selon leur décor 15e, sauf celle que vous voyez en bas à gauche et à droite, qui est une clé pendante 16e, qui n'est pas celle-là d'ailleurs, recréée en fil de cuivre et habillée avec des feuilles, je pense, de métal peint et d'or, puisque en fait on ne savait pas exactement comment elle était réalisée et qu'on n'en avait pas de dessin spécifique. Donc voilà, sinon un essai de restitution de clés qui avait été fait à l'époque. C'est un travail qui a été fait pour un sculpteur, avec des essais de reconstitution de polychromie, en plus du décor, et donc ça c'est aussi ces éléments 16e. Alors voilà les clés, sinon 15e qui ont été restituées, fin 15e, début 16e, de l'époque de François II et d'Anne de Bretagne, et qui ont été pour l'essentiel reprises sur la base de thèmes décoratifs qui étaient connus et qui sont retrouvés. Malheureusement, je n'en ai pas les traces ici,
et des éléments encore de polychromie qui existaient sur les nervures. Donc pour l'essentiel, on retrouve soit là, ici la grande cordelière d'Anne de Bretagne, et puis sinon des armes qui sont des armes partagées de Bretagne et de France. Ici, on voit les armes des rois de France avec les chênes de Navarre, les fleurs de lys et le grand collier de Saint-Michel qui ont été restitués sur l'une des clés. Ici, les armes de Bretagne. Alors bon, je pense que tous ces éléments-là ne sont pas forcément... Je ne suis pas certain qu'ils soient tous traités sur des bases totalement scientifiques. Ils ont été, je crois, d'après ce que j'ai pu lire, restitués sur la base d'analyse d'amorces de dessins au départ de ces clés, et puis d'exemples qui existaient dans d'autres bâtiments relativement proches. On en trouvait quelques éléments au château de Nantes, et puis donc redéveloppés pour ces restitutions. Voilà la clé en fil de métal qui est dans la chapelle de l'évêque Guéguin, qui est la dernière chapelle construite au début du XVIe siècle, dernière des chapelles sud, un peu avant la fin un peu avant l'arrêt de la grande campagne de construction qui a duré un peu plus d'un siècle, de 1434 à 1530, voilà, sur le plan de Guillaume de Dommartin dont on a parlé ce matin. Alors, là encore, je n'ai pas retrouvé le descriptif de ces éléments, mais c'est quelque chose d'assez complexe, visiblement, d'éléments assemblés, montés autour de cette ossature de fil de métal. Voilà pour le détail. Après la cathédrale ce matin, je vais vous parler un petit peu du château. Et entre restitutions stylistiques majeures et un tout petit peu d'éléments contemporains pour passer vers des choses plus contemporaines. Ici, on voit le seul grand dessin analytique qui existe du château de 1715 et qui montre un état de la grande façade sur la ville, avec le châtelet d'entrée, un état qui est mixte, qui n'est plus l'état de la grande façade initiale de François II, avec ses 4 tours, et des pavillons sur les tours, et des flèches qui se découpaient sur le ciel. On est après l'incendie de 1680, qui a détruit une partie du châtelet, et une reconstruction qui intègre des éléments de décor XVIIe, Vauban, et sur l'architecture gothique 15e initiale. Donc on a ce fronton courbe qui vient s'inscrire au-dessus d'éléments d'architecture 15e, dont les baies sont encore 15e, qui est flanqué de 2 éléments assez curieux dont je me suis longtemps demandé si c'était des hermines, des représentations d'hermines, mais dont finalement je pense que ce sont des boulets crachants, et c'est ce qu'on a restitué, vous verrez plus loin dans le projet, et un clocheton avec l'emblème du roi Soleil comme girouette. À droite, on voit les 2 tours de la couronne d'or, qui était le grand escalier qui desservait les logis ducaux, et qui était couronné de 2 flèches. À cette époque, on n'en voit plus qu'une seule, qui ne va pas tarder à s'effondrer d'ailleurs, et bon, ça a été l'un des sujets de la reconstruction de toutes ces parties de superstructure. Ici, on voit vers 1890 l'état de cette construction extrêmement abîmée. À gauche, on ne voit pas la tour qui a disparu dans l'explosion de 1800, c'était la tour des Espagnols, qui était une poudrière et qui conservait une grande partie des archives du château, malheureusement, donc disparue, et qui a évidemment ébranlé toutes les superstructures de ces tours du Châtelet, et emporté une grande partie des bâtiments qui reliaient le donjon, encore à gauche qu'on ne voit pas sur cette façade, au Châtelet. On voit que le château de l'image que nous avions avant, qui conserve encore une partie de son élancement de toiture vers le ciel, même s'il est moins extraordinaire que celui que montrait Pierre-André pour la cathédrale de Rouen, ou de certains dessins des très riches heures,
c'est peu à peu horizontalisé, que toutes les superstructures ont été arasées. Ici, les pavillons n'ont même plus leur proportion d'origine. Donc, comme ce n'était pas totalement le sujet, j'ai abrégé un petit peu et je ne vous ai pas donné toutes les transitions. On voit l'état en 2003 de ce château, qui est encore plus dégradé que ce qu'on voyait en 1890, c'est-à-dire qu'à la déformation ou à l'altération de la forme s'ajoute la dégradation des matériaux et la perte d'épaisseur. Et puis, voilà le travail de restitution qui a été fait après d'assez longues discussions, d'un projet qui a été présenté en commission nationale, qui comportait la problématique de la couverture des chemins de ronde, entre autres choses, et qui continuait ce qui avait été fait sur les flèches de la couronne d'or, la deuxième étant masquée par la première sur cette photo à droite. Donc ici, un travail de restauration stylistique qui n'est pas, donc à proprement parler, un travail de création, mais peut-être plutôt de recréation sur la base de documents d'archives et qui n'était pas fondamentalement le sujet de ce que je devais présenter, donc je vais aller un peu plus loin. Ici, on voit depuis les toits de la cathédrale de Nantes l'arrachement du logis, ici, qui se prolongeait jusqu'à l'angle de la tour qui a explosé, qui est dans l'angle de la photo en bas, dont on voit la trace qu'au sol, et qui retournait jusqu'au donjon qui est dans la bande noire à gauche de la photo. Donc, sur cet arrachement, indépendamment du travail de restauration stylistique de la partie droite et des superstructures du Châtelet et de la tour de la Couronne d'Or, je me suis orienté vers une sorte d'expression plus basique et abstraite d'un pignon qui était très pauvre et qui était en extrêmement mauvais état et qu'on a traité de façon finalement à la fois relativement traditionnelle malgré tout puisqu'il est en ardoise et qui comporte des éléments de saillie en acier puisque en fait derrière ce pignon on trouve un certain nombre d'éléments de desserte fonctionnelle de l'édifice qui est devenu le musée d'histoire de la ville, donc avec notamment un ascenseur qui permet de desservir les chemins de ronde pour les personnes handicapées. Donc c'est un travail, la photo suivante revient sur le stylistique, c'est un travail très simple avec finalement qui reprend des formes un peu traditionnelles mais abstraites, avec de légers débords des coyots qui d'une certaine manière, permettent d'égoutter la pluie et d'éviter d'avoir un gros ruissellement dans la partie basse du bâtiment. Et dans cette trame, le percement d'éléments d'accès à l'ascenseur qui sont traités en acier et en verre. Là, on voit une vue de cette restauration stylistique depuis la rue qui vient de la cathédrale, avec cette logique de restitution de l'élancement, de la silhouette, la verticalité des flèches qui pointent vers le ciel et qui passent du registre horizontal de la forteresse de granit à l'élancement dans le sens des traits rigeurs du duc de Berry vers le ciel. Le rapport entre les éléments 15e restitués et 17e Vauban, également restitués. Et donc, pour cette base-là, si nous n'avions pas tous ces éléments de superstructure qui avaient disparu, nous avions des dessins que je ne montre pas ici, et nous avions surtout retrouvé toute la base des sols avec les ébrasements des lucarnes qui nous ont permis de resituer dans les arases du bâtiment, malgré son altération, les éléments de départ de ce projet. Voilà le pignon et donc cette association d'architecture à la fois austère des sous-bassements, très riche et très décorée des superstructures, et puis l'interruption de ce logis avec ce pignon d'ardoise et ces feuilles d'ardoise qui se décollent les unes des autres, et l'élément qui reste très discret. L'objectif n'était pas de faire une démonstration d'architecture contemporaine, bien entendu. Voilà de nouveau cet élément. Ici, on voit la façade du Grand Logis et des tours de la Couronne d'Or.
c'est quand même un bâtiment tout à fait exceptionnel. Je pense que cette typologie de 2 tours avec ces loggias est extrêmement rare. Et pour moi, l'exemple, c'est celui du château des Ducs d'Urbino, qui fait face aux états de l'Église, aux états du pape, et qui comportait ces 2 étages de loggia. Et ici, on a le même modèle qui apparaît pour les ducs de Bretagne face aux états du roi de France. Je ne sais pas s'il en existe d'autres en France, je n'en ai pas trouvé, mais donc ce bâtiment ici est dans une phase intermédiaire à la fin du XIXe siècle, où l'architecte Sauvageot restitue des lucarnes qui sont dans le grand comble d'Anne de Bretagne, des lucarnes qui desservent un plancher entresolé à la base de la voûte lambrissée. On voit ici les vestiges des grandes lucarnes début XVIe, celles qui sont reconstruites. Donc celles-ci ont plus ou moins perdu leur traverse, leur meneau, comme un certain nombre de baies, et on a ce retour vers une écriture 15e, alors qu'ici même, dans la partie qui a subi l'incendie de 1680, on voit des lucarnes, c'est un peu difficile à lire, mais qui sont reconstruites stylistiquement sur un motif de 17e, un peu comme les lucarnes de la cour des Invalides, avec des trophées, et qui donc sont typiques de cette époque. Elles sont cependant inscrites dans les bases structurelles de lucarnes du XVe siècle gothique, donc réhabillées, partiellement démontées et reconstruites. À gauche, on voit, c'est pas une très bonne photo, mais l'état avant la restauration de la couronne d'or, et puis à droite, l'état après restauration et reconstruction de ces flèches. J'avais envie à l'époque en me disant que ces flèches avaient disparu dès le début du XVIIIe pour la deuxième, et que la nouvelle affectation du logis était celle d'un musée, donc d'un renouveau culturel, nouvelle image, nouvelle affectation de ce château pour la ville de Nantes, de traiter ces flèches comme des éléments contemporains, enfin contemporains un peu sur la base de l'idée d'Alavoine à la cathédrale de Rouen, d'une certaine manière, sans doute un petit peu plus dépouillée, un peu plus abstraite, peut-être pas épurée néanmoins. Et ça fait l'objet d'un débat assez difficile. Et sur ce sujet, donc, je n'ai pas emporté la décision, et donc je me suis attelé à un travail de restitution stylistique en fonction de ce qui avait été décidé à l'époque avec l'inspection générale. Et donc ce projet a donné ce résultat qui s'inscrit d'une certaine manière dans la logique de l'histoire de la restauration du château. Donc il y a aussi, on peut toujours trouver des justifications autres qu'architecturales ou subjectives au choix de ces éléments. Ça s'est aussi basé sur les documents anciens que nous avions, qui étaient quand même malgré tout pas des documents extrêmement techniques. Voilà. Pour cette façade, voilà les grandes tapisseries début XVIe qui ornent, fin XVe, début XVIe, on est encore gothique et on est déjà renaissant, qui ornent la façade de la couronne d'or. On a fait un travail de restitution ici, à l'intrado des 2 arcades. Tout le reste est un travail de stricte restauration. Et on était parti du principe que toute sculpture serait conservée, qu'elle soit 15e ou 19e, parce qu'il y a une partie relativement importante de la sculpture qui a été refaite à l'époque de Sauvageot au 19e siècle, d'ailleurs de manière assez scrupuleuse, c'est-à-dire qu'il remplaçait les éléments dégradés par des éléments neufs, en leur donnant d'une certaine manière un calepin qui ne correspondait pas au calepin d'origine, de manière à conserver le maximum de pierres anciennes dans l'édifice. Et ce qui a d'ailleurs créé, parce que la pierre était plus dure, un certain nombre de dégradations. Donc on a remplacé pas mal de ces pierres, sauf la sculpture. Et ici, on voit que dans toute la partie basse de ces grands décors d'accolade, avec les rinceaux de vigne qui montent et qui vont jusque dans les fleurons, eh bien, on a des zones lacunaires. Et ces zones, on les a strictement consolidées et conservées telles quelles, sans essayer de substituer d'éléments nouveaux aux éléments anciens. Par contre, ici, l'ensemble de l'intrado avait perdu ce festonnage
dont on a retrouvé toute l'amorce, toute la trace sur l'arc que vous voyez ici. Et donc on avait des dessins en accolade qui correspondaient à l'amorce de profil de l'extrado des petites arcades de Feston. Et donc on a reconstruit ce dessin sur la base d'éléments que l'on connaissait par analogie avec d'autres éléments d'architecture contemporain, parce qu'on n'en avait pas de dessin exact. Et on a greffé au contact ces éléments avec l'arcade qui est située directement au-dessus. Intervention un peu à cheval entre architecture ancienne et démarche contemporaine. Le pont du Secours. On a retrouvé toutes les bases des piles du pont dormant au sol, piles qui étaient arasées au niveau du fond des douves. Et il y a eu plusieurs discussions pour savoir à quel niveau on situait cette passerelle. J'avais fait un premier projet avec une passerelle qui était beaucoup plus légère et qui était située au niveau de la cour qui est ici. Et finalement, il a été préféré de refaire une passerelle au niveau 15e, ce qui permettait de se réinscrire, plutôt que de glisser à l'intérieur de cette ouverture, au contact de cette baie. Et donc on a remonté les piles de ce pont et on a posé un tablier très simple dessus, en latte de chêne de 8 cm, avec un garde-corps simple qui n'était pas une tentative de restitution et pour lequel de toute façon nous n'avions pas de dessin particulier. Donc je pense que ce travail d'intervention, alors contemporaine, c'est un peu agaçant de parler de ce genre de choses parce que la contemporanéité évolue avec la subjectivité de l'époque et des individus et des architectes qui travaillent. Ce que je crois, c'est que pour un certain nombre de ces éléments, la façon d'inscrire une forme qui complète la lacune d'une certaine façon doit se faire dans un certain niveau d'abstraction, en tout cas au-dessous du niveau de définition architecturale et graphique de l'existant, si tant est qu'on veuille intervenir de cette façon-là. Et c'est déjà ce qu'avait fait Raphaël Ostern à l'Arc de Titus, dont on a parlé ce matin, et Marnotte d'ailleurs à la Porte Noire de Besançon. C'est fini ? 5 minutes, alors je vais aller très vite. Alors, Maizet, abbaye détruite au moment des guerres de religion en Sud-Vendée. Il y avait un grand mur très beau de ruines, et puis évidemment plus rien de lisible autour. Et entre les plans anciens et puis un décapage de surface avec les archéologues, on a redécouvert les 3 étapes d'évolution du chœur de la cathédrale. Et donc, on a proposé tout en reprotégeant sous un traitement paysager ces éléments d'archéologie, de faire une évocation de cette évolution dans le paysage, avec des grands plans superposés. Donc ici, ce sont des éléments de béton préfabriqué qu'on a utilisés, des éléments blancs, et puis de reconstruire le plan. On a appelé ce projet le plan révélé. C'était en opposition d'une certaine manière à la volonté initiale de Philippe de Villiers de reconstruire cet édifice, et on l'a convaincu que c'était un lieu très poétique et dont il fallait raconter l'histoire autrement que par la restitution, étant donné d'ailleurs la complexité de l'opération dont on ne serait vraisemblablement pas venu à bout. Donc il y a aussi une évocation du cloître avec une reconstruction, plutôt une protection des vestiges sous des murs en béton de chaux, des vestiges archéologiques qui sont au-dessous. Donc là, on voit cet étagement des 3 étapes qui sont présentées dans le paysage. Voilà. Et puis, on a ici une installation de moyens d'accès à la tribune de l'étage et au narthex, qui sont faits comme des éléments ponctuels qui coulissent et qui sont en même temps complétés par une restitution archéologique de l'escalier dont on a retrouvé et analysé les traces. Donc là, ce sont des éléments qui sont effectivement des éléments abstraits, pas abstraits totalement, puisqu'en fait on peut aussi considérer qu'il y a une sorte de décor qui sont contemporains, mais on n'avait aucune trace de ce qui était probablement un escalier posé sur un arc, puisqu'on a des traces semblables ailleurs de ce type d'accès. Donc voilà, ce sont des éléments d'architecture qui se veulent
décoller des murs, décoller des façades, comme un tiroir qui glisse dans l'existant et qui a pour objectif principal, d'une certaine manière, de muséographier le vestige, de muséographier le monument. Ici, on voit le traitement assez délicat de l'accès est à la citadelle, puisque c'était une abbaye et une forteresse en même temps. On voit les soubassements de rochers extrêmement dégradés, les murs qui sont romans puis transformés, la porte refaite par Agrippa d'Aubigné au XVIe siècle, le pont d'accès qui a été muré complètement, et voilà, avec les dernières piles du pont, puis toute une partie qui était difficile à analyser. Donc on a décidé de ne pas fouiller et pas démonter parce que c'était trop compliqué, mais de réexprimer la zone du pont-levis, dont nous avions retrouvé les traces partielles dans le portail d'entrée. À gauche, on a réinséré, ornement ou pas, donné une sorte d'expression tectonique du rocher en réinsérant dans les strates des gros blocs de pierre pour redonner ce caractère très monumental et en même temps presque naturel du soubassement, dans lequel il y avait des petits blocages de maçonnerie mais qui étaient assez chaotiques. Voilà, ici c'était fait. Donc ici on a arasé ce mur qui arrivait jusqu'ici et créé un soubassement avec un garde-corps en verre tout simplement. On voit l'état ici avant la restauration et après avec la restitution des murs parapets et cette intervention sur la travée du pont-levis. On a retrouvé donc ici la feuillure du pont piéton et de l'autre côté la feuillure du pont charretier. Et donc ici, on a retrouvé les crapaudines et là, on a fait une restitution des deux crapaudines intermédiaires sans remodifier ce portail central qui était né dans le portail XVIe et transformé au XVIIIe ou au XIXe siècle. Donc on a là encore l'idée d'une sorte de mise à distance du monument et de présentation à travers l'intervention contemporaine et de marquage de la césure du pont-levis. Ça, c'est au château de Châteaubriand, donc l'état avant travaux du donjon, grand donjon roman, puis 15e, qui s'est effondré au XVIIIe siècle. Il y avait une flèche qui doublait pratiquement la hauteur de l'édifice. Il faut savoir qu'on est encore 20 mètres au-dessus de la rivière qui est derrière. Donc ici, vous voyez que on a encore une bonne partie des éléments d'architecture. Ici, on voit des baies romanes et puis les élargissements au XVe siècle. On a perdu, par contre, les meneaux ou les traverses. Ici, on a des meneaux au XVe, mais qui étaient en extrêmement mauvais état. Donc, on a fait ponctuellement quelques remplacements et très ponctuellement l'amorce d'une baie exprimée un peu comme une maquette sur l'angle de... Voilà, on le voit un peu mal ici. Et l'expression dans l'arrachement de la tour, au nu intérieur de la tour, d'un élément qui permettait l'accès à la salle supérieure de l'escalier, c'est-à-dire que l'escalier principal monte jusqu'au chemin de ronde. Depuis ce niveau, on prend un deuxième petit escalier cylindrique qui d'ailleurs redescend aussi dans le bâtiment, c'est un peu complexe, pour arriver à cet espace-là. Donc là aussi, c'est l'idée d'apporter un élément abstrait qui permet de s'installer, mais qui exprime en même temps à l'intérieur une idée de l'espace de cette salle. Donc, voilà ce que ça donne dans la partie supérieure, sur la terrasse qu'on a recréée pour mettre à l'abri l'intérieur du donjon. Pardon. Et là, on voit donc l'amorce, bon, on ne voit pas très bien, mais de cette baie latérale qui était très dégradée. Ici, c'est un essai ponctuel de restauration, bon, dans une autre partie en ruine du château, qui est un peu plus ancienne. Et je me suis dit que ce n'était pas forcément intéressant de forcément reconstruire un meneau et peut-être plutôt d'essayer d'apporter un élément qui donne une explication sur le dessin de façon plus abstraite en travaillant avec de l'acier, enfin avec du fer doux en l'occurrence. On voit ce même détail d'un petit peu plus près, la façon dont l'élément se raccorde avec des creux sur les nervures principales. Voilà, ça a vécu un petit peu, ça a été une opération qui a une quinzaine d'années. À d'autres endroits, par contre, on a restauré des meneaux pour refermer avec des fenêtres. Peut-être que là, c'est pas absolument... Alors, encore ornement, d'une certaine manière, c'est un travail sur les gouttières. Il n'y avait pas de gouttières avant. On a prévu de poser des gouttières et de récupérer, de collecter les eaux pluviales pour assainir le bâtiment.
et comment, d'une certaine manière, faire une gouttière nantaise sans l'amener tout au bout, sans que ça soit lourd, etc. Donc avec des éléments d'élégissement et de raccord sur les rives. Voilà ce que ça donne. Ornement. Voilà aussi une gargouille. Voilà. La dernière chose que je voulais montrer à Madame Dumont, c'est la restauration restitution d'une voûte en métal à la place d'une voûte en béton armé et pavé de verre. Donc on voit l'état existant à la mairie du 14e, dans lequel il y avait un double projet qui était un deal entre la mairie et la commission du Vieux Paris, d'une part d'installation d'un ascenseur, ce qui était assez paradoxal, et d'autre part de restauration de cette voûte. Donc après moultes analyses avec le LRMH, on a vu que malheureusement il y avait une très forte altération des verres qui était due au poussé, à la corrosion des fers. C'est une voûte très peu épaisse qui faisait 6 cm d'épaisseur et qu'il était impossible de restaurer les bétons parce qu'il y avait des risques d'alcali-réaction, et qu'en plus on ne garantissait pas l'étanchéité avec les systèmes actuels d'une voûte mince comme celle-ci. Donc on a dû se résoudre, après l'avant-projet définitif, de repartir à zéro et de créer finalement une voûte mécano-soudée qui est porteuse, qui est en acier, qu'on a conçue avec l'ingénieur Jean-Marc Veil, et qui porte une verrière au-dessus, qui est une verrière assez discrète, vous voyez, on ne l'aperçoit pas d'ici, et voilà, qui est traversé par cet ascenseur qui était demandé par la mairie de Paris. Donc là, on est évidemment dans le paradoxe, d'une certaine manière, architectural entre la fonctionnalité et le parti architectural initial. Donc cette voûte 1930 qui s'était installée dans le cœur du palais de justice, qui participait du bâtiment de la mairie, et qui aujourd'hui n'est plus conservée mais évoquée et traversée par cet élément de l'ascenseur. Voilà. Il m'avait été demandé par les organisateurs de ces deux journées, Benjamin Mouton, Mireille Gruber et Béatrice Roederer, d'intervenir en fin de journée, en fin de la deuxième journée, pour, je dirais, reprendre un peu et poser des questions sur l'ensemble. Je crois que les débats ont été riches, je crois que les communications l'ont été tout autant, elles ont eu surtout globalement, toutes une par une, le mérite d'une très grande clarté. Je crois qu'au fil des séquences, les conclusions ont été apportées et les questions posées, le dialogue s'est établi. Donc je pense qu'il serait un peu superfétatoire de ma part de vouloir encore une nouvelle fois resynthétiser quelque chose qui a été fait dans le détail. Par ailleurs, nous sommes au terme de la deuxième journée, nous avons écouté beaucoup de communications et je crois que ma relative brièveté, d'une certaine façon, s'impose. Donc j'ai choisi, malgré tout, pour ne pas me dérober à l'exercice, d'aborder ou de réaborder 3 points qui ont été évoqués au fil des séquences. 3 points qui ont ensemble un point commun, c'est ceux d'être, je dirais, à l'articulation de l'ornement et de sa restauration. Le premier, je voudrais redire quelques mots de la nécessité du choix d'une bonne entreprise. La chose a été dite par Benjamin Mouton hier matin de façon très claire. Vous pourriez penser que ce choix, il est pour tous les corps de métier et dans tous les cas de figure et pour toutes les techniques. Je dirais qu'en matière d'ornement, le choix d'une entreprise doit être particulièrement fin et cette finesse étant en correspondance directe avec, je dirais, la finesse de la compétence. Ça me paraît vraiment un élément indispensable. Deuxième point qui a été aussi abordé assez largement dès le départ par Laurence de Finance, cet après-midi par Paul Barneau dans son intervention sur la cathédrale, enfin du récit d'un chantier sur la cathédrale de Nevers, c'est le problème de la copie. Voilà, je voudrais redire, si vous me permettez, quelques mots de la chose par rapport justement à cette notion
de restauration, restitution. Et puis, troisième point, un plan en 3 parties, c'est parfait. Troisième point, de réinterroger l'ornement par rapport aux principales valeurs dont il est porteur, je dirais, au sein de cette liaison forte avec l'architecture. Les valeurs sont multiples. Il y en a une qui a été beaucoup évoquée et qui sert de fil rouge quelque part à toutes les interventions, c'est la valeur esthétique. Un restaurateur dont le nom m'échappe, qui est intervenu hier avec une grande clarté, a parlé d'image. Voilà, cette valeur esthétique qui est porteuse d'une image ou d'une image recherchée dans la présentation du monument. Et puis une autre valeur qui, à mon sens, aurait pu faire l'objet d'un examen particulier, qui est la valeur symbolique. Elle a été entreaperçue, en particulier quand a été évoquée la présence des clés de voûte de certains témoignages, comment dit-on, blasons, pardon, excusez-moi, certains blasons qui figurent aux clés de voûte de certains édifices, etc., et qui sont porteurs de cette valeur symbolique, le monument étant lui-même le symbole d'une présence au travers d'une commande. Voilà, il y en a d'autres. Il y a une importance de l'ornement aussi par rapport à la valeur d'usage. Ça a été très, très fugitivement évoqué hier dans l'évocation du chantier de la salle des États au Puy, où le même restaurateur dont le nom m'échappe, pardonnez-moi, qui me pardonne, a fait allusion à ça, et le rapport de la restitution de l'ornement, certes porteur d'une valeur d'histoire, mais également apprécié par rapport au nouvel usage du lieu, c'est-à-dire un musée d'ornement liturgique évocateur, porteur d'une certaine période, de l'étude d'une certaine période, donc une sorte de correspondance au travers de cette notion d'usage. Voilà les 3 points. Le choix de l'entreprise, Benjamin Mouton encore disait hier matin que l'ornement concernait l'ensemble du patrimoine bâti, protégé ou non. Alors on a beaucoup parlé patrimoine protégé, on n'a pas beaucoup parlé du patrimoine qui ne l'est pas. Et le problème des bâtiments non protégés, j'en ai une certaine familiarité de par mes occupations, mes responsabilités anciennes. À la ville, je dirais, j'ai beaucoup fréquenté, entre guillemets, les édifices publics parisiens, les mairies, les écoles, d'autres types, etc. Ce qui m'a toujours frappé, c'est que quand les ornements existent, et ils sont encore là, présents souvent, puisque nous sommes devant des architectures de la deuxième partie du XIXe siècle, encore porteur de beaucoup d'éclectisme et d'historicisme, l'ornement est présent et l'usager ou l'utilisateur ou celui qui travaille ne voit pas l'ornement. Il voit globalement, à la rigueur, la peinture murale, le tableau, éventuellement le meuble qu'il a dans la pièce dans laquelle il travaille. Il peut voir la statue, oui, le décor statuaire, éventuellement peu en façade, mais sur un palier, par exemple, là où il a été mis en valeur. Il ne voit pas l'ornement. Et là, évidemment, le problème qui est posé, c'est le problème de sa conservation, puisque ces édifices publics sont des édifices vivants, qui sont l'objet de travaux d'entretien, qui sont l'objet éventuellement de recloisonnement, qui sont l'objet de mise aux normes, c'est-à-dire installation d'ascenseurs, percement de portes, etc. Toutes choses qui sont évidemment potentiellement susceptibles de malmener tout ce qui n'est pas vu au titre du décor ancien. Et je dirais que là, la présence sur place d'une entreprise recrutée, non pas sur ces problèmes-là, mais sur sa compétence globale en termes de compréhension d'un lieu dans toutes ses parties, si par chance arrive là, par le biais des marchés dont on dira un mot, une entreprise qui a cette compétence fine, eh bien, j'ai constaté plusieurs fois, et c'est là très positif, elle joue souvent, l'entreprise, à ce niveau-là, un rôle de sonnette d'alarme, un rôle de signalement. Voilà, je le dis comme au regard de mon expérience personnelle. Et donc, à ce caractère indispensable de la présence d'une entreprise avec sa compétence qui permet, là aussi, Benjamin Mouton l'a dit, d'entamer le dialogue, d'enrichir le dialogue. La restauration se construit, s'imagine, se construit et se réalise dans le dialogue.
dans le dialogue avec l'entreprise et sa compétence fine, eh bien, c'est là un rôle supplémentaire dont j'ai pu constater la qualité et, je dirais, le bienfait. Alors, un mot brièvement, c'est presque désagréable de parler de ça, mais quand on parle d'entreprise et de compétences fines, on ne peut pas manquer de dire un mot de la façon dont ces entreprises sont choisies. Et je crois que le problème de la restauration de l'ornement et de la qualité du travail fait, c'est aussi peut-être quelque part une réflexion sur l'organisation du Code des marchés publics, qui met, et de plus en plus, du moins je l'ai constaté dans le milieu parisien, je ne sais pas si il est général au niveau de la France, je n'ai pas fait d'études, elle serait assez pénible, valorise des éléments qui sont des éléments financiers, qui ont aussi leur légitimité par rapport à des éléments de compétences qui ressortaient davantage ou qui pouvaient ressortir davantage dans le cadre d'un fonctionnement ancien. Je ne développerai pas davantage, mais je voulais terminer ce premier point par cette piste qui est aussi une piste de réflexion et, j'en suis désolé, qui fait également partie du problème. Alors, le deuxième point, c'est le problème de la copie. Le problème de la copie, il a été sous-jacent dans bien des communications. Il a été notamment abordé, je dirais, pleinement par Laurence de Finance hier matin lorsqu'elle nous a parlé des collections du musée des monuments français. Et il a été également abordé sans être posé comme tel, c'est-à-dire il a été posé, mais la question a été apportée en même temps que la réponse a été apportée en même temps que la question cet après-midi même dans le cadre de la cathédrale de Nevers. Alors, je voudrais dire deux choses par rapport à cette copie. C'est que la question qui se pose, c'est comment on fait une copie, c'est-à-dire quelle est la méthode, quelles sont les méthodes, quelles techniques peut-on utiliser. Alors Laurence de Finance l'a dit hier matin, tout en disant que, je veux dire, les ornements conservés au musée des monuments français étaient extrêmement précieux puisqu'ils étaient la première copie de quelque chose d'authentique, et elle l'a présenté comme un matériel à la disposition, je dirais, du maître d'œuvre et du restaurateur pour être remis en place dans l'édifice. Voilà, sauf que elle a dit parallèlement que maintenant on n'estampait plus évidemment des œuvres qui étaient des œuvres de musée et qu'on recourait à des techniques que vous connaissez tous, qui sont la technique du 3D. Bien, moi je l'ai pratiqué, vous l'avez pratiqué. On sait très bien que celui qui fait le relevé 3D vous dit qu'il sort là, dans son relevé numérique 6000 points ou 12 000 et que la copie sera d'une fidélité totale. Ce qui, dans la pratique, pour ma part, je n'ai jamais pu vérifier. Vous avez souvent un exemplaire dont la première perception que vous en avez, c'est plutôt une certaine mollesse de forme, et que cette mollesse de forme, pour arriver à en sortir un exemplaire, il faut la reprendre par tout un modelé. Donc vous avez, que le modelé se fasse à la plastiline ou par d'autres techniques, peu importe, je veux dire, donc ce qui sépare l'original de la copie, je dirais, c'est quelque part la qualité du restaurateur qui va intervenir. La méthode qui a été suivie à Nevers, elle ne fait pas appel au 3D, elle est plus classique, plus traditionnelle, mais finalement c'est la même chose. Je veux dire, on prend une empreinte, on tire une épreuve, on croise exemplaires toujours présents, altérés et documentation. Le sculpteur qui, en l'espèce, a un rôle plutôt d'artiste, finit de modeler. Tout le monde se met autour de l'exemplaire. On retouche, on complète et on lâche, je veux dire, la pièce. Voilà. Donc, là aussi, entre l'original et la copie, il y a la distance parcourue par une main, plus appuyée sur un certain nombre de documents. Alors, Georges Brunel disait très bien hier matin, enfin, c'est pas lui d'ailleurs, mais il citait avec beaucoup d'intelligence Ruskin sur le sujet, et il disait, tout en soulignant la personnalité particulière de Ruskin, que Ruskin, parlant de l'ornement,
montrait à quel point il était sensible à ce qui est singulier. Je lis, puisque j'ai noté au fur et à mesure que tout l'ornement traduit un travail personnel et que l'homme y apparaît au travers des irrégularités de la matière. Bref, il souligne que l'ornement est une création à part entière. Donc, voilà, la question est posée et je pense qu'elle nous appelle à elle nous conduit à une certaine prudence sur la notion de copie dans son rapport avec une forme d'authenticité, de fidélité, et que si la copie est tout à fait recevable, le sujet n'est pas là, il faut avoir bien en tête qu'on livrera au travers de cet exercice-là un objet dont le statut est ambigu par rapport à l'original. Alors, pas ambigu, évidemment, pour celui qui l'a produit, ou pour celui qui l'a demandé, ou pour celui qui l'a corrigé, mais ambigu pour celui qui regarde, pour celui qui n'a pas toute cette connaissance. Et je suis toujours un peu dubitatif, je vous le livre comme je le pense, devant justement cette difficulté, cette ambiguïté qui fait qu'on regarde quelque chose comme original et ce n'est pas original. Voilà, la question n'est pas nouvelle, je voulais simplement la rappeler au travers au moins deux présentations qui ont été faites, qui par ailleurs étaient tout à fait remarquables et avec le mérite d'une grande objectivité. Voilà, troisième point, j'ai promis de ne pas être long, donc je ne serai pas long, le rapport avec un certain nombre de valeurs, de l'ornement avec un certain nombre de valeurs qui commandent ou du moins suggèrent un certain type d'intervention, donc un certain type de restauration. Alors je l'ai dit tout à l'heure, il a été beaucoup question de l'ornement dans son rapport avec l'architecture et son support de valeur sur une valeur à caractère esthétique, puisque ça a été dit très clairement par l'architecte qui a évoqué le programme de restauration intérieure de la cathédrale de Chartres, que clairement l'objectif, j'ai noté, était de remettre en conformité historique l'ornement et l'architecture auquel il est lié. Ce qui conduit parfois à quelques ajustements où on garde quand même, mais un petit peu parce qu'en dessous, il n'y a rien. Enfin, tout ça, je veux dire, évidemment, c'est de la pratique, je veux dire, mais c'est bien. Donc, il faut se méfier d'une vision un petit peu, d'annoncer un programme peut-être un petit peu trop carré, comme on dirait, il s'est fait trop beau, quoi, quelque chose comme ça. Mais voilà, valeur esthétique. Alors, si j'avais un petit regret, c'est pas un vrai regret, mais une question que je pose, je pense qu'il n'a pas été, ou peut-être ça m'a échappé, sauf par rapport au sujet que j'ai évoqué des armoiries, enfin l'allusion qui a été faite à certaines armoiries, de la valeur symbolique de l'ornement et de la prise en compte de cette valeur symbolique dans la restauration. Je vais encore citer Georges Brunel. Pas lui, du moins Gombrich, au travers de ce que nous en a dit Georges Brunel. Il a évoqué, donc il y a bien un choix et une intention, il a évoqué dans l'œuvre de Gombrich cette évocation des chapiteaux du Capitole de Washington. Ça, c'est tout à fait intéressant. Puisqu'en fait on est, je dirais, dans la première fonction historique de l'ornement qui existe par rapport à l'ordre, par rapport à la colonne, qu'il s'agisse du chapiteau, qu'il s'agisse du bandeau, qu'il s'agisse de la frise, de la corniche, etc. La première fonction de l'ornement dans son lien à l'architecture, il se joue au travers de l'ordre. Et là, on a un architecte qui, je reviens sur mon évocation du Capitole, qui utilise le modèle du chapiteau corinthien, donc chapiteau à feuilles d'acanthe, sauf qu'il remplace ces feuilles d'acanthe, vous vous en souvenez, ça a été montré ici hier matin, par des épis de maïs et des feuilles de tabac.
donc par un programme qui est une évocation ou une citation d'objet qui est une évocation directe, évidemment, des produits de l'agriculture dont on voit très bien ce qu'ils viennent faire dans un décor comme celui qui met en valeur le Capitole de Washington. Voilà, je dirais, un ornement qui joue non pas sur la valeur esthétique, mais qui joue bien sur la valeur symbolique. Alors cette valeur symbolique, on peut l'appeler aussi valeur de sens. Et il y a un théoricien dont le nom n'a jamais été cité au cours de ces journées, et qui pourtant s'est beaucoup intéressé à l'ornement, c'est Quatremer de Quincy. Quatremer de Quincy, dans son vocabulaire, dans son histoire, pardonnez-moi, de l'architecture, à la différence de Viollet-le-Duc, lui, il fait une entrée ornement. Et il explique très bien ce qu'est l'ornement par rapport au décor. Et je dirais que vous êtes tous collectivement des adeptes de Quatremer de Quincy, parce que collectivement, dans votre formulation de l'ornement, vous suivez exactement ce qu'a dit Quatremer de Quincy. Et alors, Quatremer de Quincy, après avoir distingué décor et ornement, il le localise dans l'édifice. Les ordres, je l'ai parlé, mais il dit aussi, je cite, « Les superficies formées par les murs et les élévations sont propres à recevoir beaucoup de motifs courants d'ornement qui tantôt interrompent l'uniformité des espaces lisses, tantôt contribuent par des signes allégoriques qu'on y mêle à expliquer l'emploi de l'édifice. » Donc il est là clairement, et je veux dire, au-delà de Quatremer de Quincy, où parallèlement c'est évidemment toute la période néoclassique qui s'exprime au travers de cet ornement devenu porteur d'un sens, tout particulièrement dans l'architecture commémorative, il le met en valeur avec une tendance finalement à réduire le rôle de l'ornement à cette valeur de sens. Ça a d'ailleurs été fort bien développé par Jean-Michel Legnaud dans la communication qu'il a fait, la conférence qu'il a fait ici même il y a quelques semaines. Je me mets rigoureusement dans cette trace-là. Alors, l'argument, cette perception d'un ornement qui fait sens, évidemment, ça a une conséquence directe sur la restauration. Si on se demande, face à une valeur esthétique, si l'ornement doit ou ne doit pas être restitué et comment, on peut conclure ou déduire d'un ornement qui a valeur de sens qu'il doit être restitué, sauf à ce que l'architecture qui le porte, l'architecture auquel il est lié, perde son sens, qu'on cesse de comprendre où on se trouve. Voilà, donc là on est devant, dans cette perception de l'ornement, dans ce qu'il porte, on est là devant, je dirais peut-être, c'est ce que je suggère, une obligation de restauration, mais au-delà de ça, une obligation de restitution. Voilà un cas de figure où l'ornement, je dirais, dans sa restitution, s'impose. Voilà. Il avait également dit quelques mots de son rapport à la valeur d'usage. Je l'ai dit de façon liminaire au début. Je suis au terme de mes 3 points et je vous remercie de votre attention. Donner un mot de conclusion, ça me paraît totalement acrobatique, voire d'une prétention infinie après la richesse des interventions, des débats, des échanges. Je me garderai bien de rajouter quelque chose de plus à ce que disait avec beaucoup de sagesse Daniel Imbert tout à l'heure. Je pense que vous avez là reçu un matériau extraordinaire qui est livré à vos réflexions, à vos méditations. Je voudrais rappeler simplement ce que disait hier Marianne Cyr, qui en faisant référence aux entretiens du patrimoine d'Amiens
dont le titre, je crois, était « Faut-il restaurer les décors peints » ou quelque chose comme ça, qui s'est passé, je crois que c'était les 2e entretiens du patrimoine, ça remonte déjà à quelques temps, et qui à l'époque était strictement ouvert aux architectes et techniciens et conservateurs, praticiens de la conservation du patrimoine, et puis qui ensuite sont devenus davantage des débats sur des sujets, disons, moins de pratique. Au fond, les entretiens du patrimoine, c'était les entretiens de Bichat rapportés au patrimoine. Voilà. Alors, Marianne Cyr faisait état de l'importance du chemin parcouru, et elle disait c'est grâce aux études préalables, bien sûr, qui ont ouvert enfin la voie aux véritables investigations. Il faut reconnaître quand même qu'en se donnant les moyens des investigations et des reconnaissances, que ce soit historique, que ce soit documentaire, que ce soit grâce au sondage, que ce soit grâce aux analyses, aux prélèvements, grâce au concours des laboratoires, permettent d'approcher les éléments les plus importants pour ensuite commencer à initier un projet d'intervention. Elle disait c'est grâce au projet de la méthodologie. Il est vrai qu'avec les études préalables et puis toutes les démarches qui ont gagné en méthodologie, on a gagné en acuité en quelque sorte de travail et de précaution. Elle disait c'est grâce aussi au progrès de chantier, et là vous avez vu pendant 2 jours un extrait, un échantillonnage qui a été un peu trié sur le volet pour essayer d'ouvrir le plus possible le panorama, un échantillonnage de ce que nous avons pu, depuis pratiquement 20 à 30 ans que les études préalables sont nées, accumuler en quelque sorte un capital considérable d'analyse, d'expérience, voire peut-être de savoir-faire. Et puis, elle avait insisté également sur la complexité du choix et du parti à adopter, et surtout, et là je réinsiste encore et je fais mien ce qu'elle avait donné comme élément de conclusion, de dire c'est un travail commun et pluridisciplinaire. Et là je vais me tourner vers ceux qui sont étudiants en première année de l'école de Chaillot, pour leur dire, ben voilà, vous êtes en pleine formation, vous avez vu des exemples de chantier, des exemples d'opérations. Demain, ça sera à vous de les mener dans la mesure de vos compétences et des opportunités. Une première chose à savoir, on n'est jamais tout seul sur un édifice monument historique. C'est-à-dire, il ne faut jamais être tout seul sur un monument historique ou sur un édifice patrimonial. Il ne faut jamais porter seul sur les reins et sur les épaules la responsabilité de la décision. On peut se tromper, c'est le problème du nez sur le guidon qui empêche d'avoir une vision globale et générale. Il faut vous entourer de conseils, il ne faut pas hésiter à poser la question idiote parce qu'il n'y a pas de honte à ne pas tout savoir, de sorte à avoir des réponses. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans mon exercice, en posant des questions. Et comment aurait fait mon prédécesseur? Et comment ferait mon confrère du département d'à côté? Et comment on ferait ceci? Et comment on ferait cela? Et j'ai eu beaucoup d'informations comme ça. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'entourer de compétences et de poser les questions qu'on a peut-être honte de poser. Mais il n'y a pas de honte à vouloir essayer d'avoir des réponses claires à des sujets qui paraissent compliqués. La deuxième chose, c'est, j'insiste encore sur la complicité nécessaire d'un chantier. On n'est jamais tout seul, bien sûr, on est aussi avec les artisans et les mains qui réalisent. Et là, j'insiste beaucoup sur la complicité, en appelant peut-être aussi dans l'avenir à des formations qui permettent aux artisans, aux ouvriers, aux compagnons et aux architectes d'apprendre dès leur formation à parler ensemble, à discuter ensemble, à se voir et au fond à partager une partie de la formation. C'est ce que j'appellerais les cols gris, par opposition aux cols blancs et aux cols bleus, dans lesquels on a toujours tendance à nous opposer. Il y a une troisième chose également, et puis je pense que je vais arrêter après ça, parce que je pense que c'est le plus important. Au fond, la question c'est tout ça, pourquoi faire ? À quoi sert un monument historique ? À quoi sert un édifice patrimonial ? Ce n'est pas un objet comme ça de collection, c'est quelque chose qui sert à la vie. C'est quelque chose qui sert à la population, au public qui est autour, qui vit dedans, qui vit autour, qui le voit, qui le regarde, qui passe à côté, sans forcément toujours le comprendre. Et quelquefois, je pense que cette compréhension, c'est un élément aussi qui est important et sur lequel il ne faut pas hésiter. Si vous voulez, il ne faut pas que le patrimoine soit une question qui soit une chasse gardée chez les spécialistes. Il ne faut pas qu'on parle du patrimoine comme quelque chose qui est notre domaine à nous et ne pas en parler aux autres. Je crois qu'il faut éviter la spoliation
du patrimoine, et il faut restituer au fond le patrimoine à ceux à qui il appartient, c'est-à-dire à la société, à une culture, à une société du XXe siècle, et du XXIe siècle, pardon, et ceux qui suivent. Et je pense que ça, c'est le plus important. Et pour les architectes d'abord, préserver, retrouver et inspirer. Inspirer quoi? La compréhension de l'édifice. Faire en sorte que quand, après vos travaux, on passe devant l'édifice, on puisse le regarder et le comprendre sans avoir besoin d'un mode d'emploi. Ça, c'est absolument indispensable. Rendez compréhensibles les édifices. Et puis surtout, je pense qu'il faut créer aussi autre chose. Et chez l'architecte, il n'y a pas qu'un technicien, il y a quelqu'un de plus. Et dans le travail que vous faites, je pense que vous aurez aussi à essayer de créer, de restituer, de transmettre l'émotion architecturale, de sorte que les édifices devant lesquels on passe soient un choc esthétique, soient un choc, comment dirais-je, d'une émotion, parce que tout édifice qui crée une émotion est un édifice qui est adopté, et je dirais à l'inverse, tout édifice qui est mal compris, qui est ignoré, reste aux côtés de la route et peut-être définitivement condamné. Donc voilà un petit peu la recommandation que je vous ferai, et cet élément complémentaire qui est indispensable au travail que vous devrez faire. Je préfère en rester là. Je vous remercie. Ces 2 journées ont été magnifiques. Je pense que, et tout le monde est d'accord là-dessus pour dire, elles vont être publiées en ligne sur le site, mais d'autre part, je pense qu'il serait très intéressant de voir comment elles pourraient se reconduire dans les années à venir. Et merci beaucoup encore de votre présence hier et aujourd'hui. Et merci surtout aux intervenants.